Il faut un certain type de personne pour pouvoir tuer un autre être humain. Ces mots sont vrais, mes amis. Mais ce type de personnes sont souvent ceux auxquels on s'attend le moins. C'est le cas, par exemple, de l'homme à qui appartient cette citation. Glennon Engelman, également connu sous le nom de dentiste assassin. Dans Mr. Detective, nous avons déjà parlé de nombreux tueurs à gages de gangs, de prédateurs sexuels tordus et de chefs de sectes fous. Tout cela fait partie du genre des crimes réels. Mais Glennon se distingue particulièrement dans cette liste, parce qu'il ne se distingue pas vraiment. Peu de gens auraient soupçonné que cet homme modeste de Saint-Louis serait l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire de la ville. Des années 1950 aux années 1980, il a mené une double vie choquante, remplissant des caries pendant la journée et travaillant comme tueur à gages semi-professionnel durant ses heures libres. Maintenant, beaucoup d'entre vous pensent probablement que votre dentiste est diabolique, mais Engelman était à un tout autre niveau. La mort était sa plus grande passion et il se réjouissait de mettre en œuvre des plans soigneusement calculés qui laissèrent la police perplexe. Aujourd'hui, nous allons enquêter sur ce génie tordu et dentiste meurtrier et voir comment son audace meurtrière s'est retournée contre lui. Le 5 septembre 1976, Carmen, âgée de 24 ans, une jeune mariée assistante dentaire, se promenait dans un parc rural près de Pacific, Missouri, avec son mari Peter, âgé de 26 ans. Le jeune couple se rendait à une exposition de voitures au parc d'attractions Six Flags quand ils ont décidé de s'arrêter pour explorer certaines des grottes disséminées dans la région. Les champs et les prairies étaient en grande partie déserts ce jour-là, sauf pour quelques familles qui faisaient une promenade dominicale. Carmen et Peter se sont dirigés vers une zone isolée au centre du parc, un étang caché dans une clairière. Alors qu'ils se tenaient au bord, contemplant l'eau, l'atmosphère paisible a été brusquement interrompue par un coup de feu. Une balle a traversé l'air, pénétrant dans le dos de Peter, provoquant une nuée de brume rouge à partir de sa poitrine. Une famille qui se promenait à proximité est accourue en entendant les cris de Carmen et a trouvé son mari se vidant de son sang sur le sol. Ne sachant que faire, elle a couru vers le parking. La famille a fait tout son possible pour sauver Peter, mais c'était en vain. Il a été déclaré mort sur les yeux plus tard dans la journée. Elle a découvert un fusil de 6 mm avec une lunette télescopique enterrée sous un tas de feuilles, à environ 50 mètres du corps. Au début, ils ont théorisé qu'il pourrait s'agir d'un accident. La zone était connue pour être un lieu prisé des tireurs sportifs. Mais ensuite, un autre promeneur qui était là, ce jour-là, a rapporté un détail curieux. Alors que Carmen courait hystérique vers la route, elle a été interceptée par un homme qui est sorti d'entre les arbres. Le passant a crié pour savoir si elle était en danger, et l'homme a de nouveau disparu dans la forêt. Qui était cette mystérieuse figure, et pourquoi s'est-elle révélée à la femme de la victime ce jour-là? Il s'avère que cet homme était Glennon Engelman, bien sûr, le tueur à gages, mes amis. C'est lui qui a tiré depuis les buissons, à quelques centimètres seulement du cœur du défunt. Alors pourquoi se sentait-il à l'aise de montrer son visage à la future veuve ce jour-là? En fait, les deux avaient travaillé ensemble sur ce plan de meurtre, avant même qu'elle ne rencontre son mari. Tout a commencé lorsqu'elle a commencé à travailler aux côtés de notre dentiste mortel dans sa clinique du sud de Saint-Louis. Elle avait connu Engelman pendant la majeure partie de sa vie, et il avait été son premier patron lorsqu'elle se formait pour obtenir son diplôme d'infirmière dentaire. Bien qu'il soit un 3 sur 10 dans 16 meilleurs jours, Glennon se considérait comme un séducteur et était fier de pouvoir manipuler les femmes, en particulier les jeunes et les attrayantes. À cette époque, Carmen avait un peu plus de 20 ans et lui environ 50. Mais on pense qu'ils ont commencé une relation sexuelle au bureau. Oui, mes amis, c'était comme dans un film pour adultes. Du moins, j'espère qu'ils ont stérilisé le fauteuil dentaire après. Cela combinait la personnalité de séducteur de Glennon avec son amour des armes à feu. Et il était clair qu'Engelman se voyait comme un personnage à la James Bond. Quand sa dernière, Money Penny, travaillait avec lui à la clinique, elle s'appelait encore par son nom de jeune fille, Carmen Miranda, car elle n'avait pas encore trouvé un homme avec qui s'installer. Un jour, elle est arrivée à la clinique en se plaignant de problèmes financiers et Engelman lui a fait une proposition. Non, pas une proposition de mariage, car il était déjà marié à sa troisième femme, bien que son idée inclue une romance. L'idée du dentiste était que Carmen trouve un homme bon, honnête et travailleur avec qui se marier, afin qu'il puisse le tuer de sang-froid et encaisser l'assurance vie.
Ce n'était probablement pas le conseil que la jeune infirmière attendait, mais après quelques hésitations, elle a commencé à accepter l'idée. D'un côté, elle deviendrait complice d'un horrible et cynique meurtre, mais de l'autre, l'argent était assez tentant. En ce qui concerne les aspects pratiques, Engelman lui a dit de ne pas s'inquiéter, qu'il avait déjà fait ce genre de choses sans problème. Après un peu plus de persuasion, elle était totalement d'accord. Engelman lui a expliqué quel type d'homme elle devait rechercher. Je ne suis pas sûr des critères qu'il a établis, mais si je devais deviner, quelqu'un avec une personnalité tolérable et qui passerait beaucoup de temps avec elle. Après tout, quelqu'un de jeune, car plus on est vieux, moins l'assurance paie, et aussi quelqu'un de suffisamment confiant à éliminer de la liste les célibataires éligibles de la vie personnelle de Carmen. Comme vous le savez, mes amis, j'ai eu quelques épisodes sombres dans ma vie amoureuse. Mais imaginez avoir enfin le courage d'inviter la femme de vos rêves et découvrir qu'elle ne planifie qu'à faire en sorte que son patron pervers vous tue pour quelques milliers de dollars. C'est la misérable situation dans laquelle se trouvait Peter lorsque lui et Carmen ont commencé à sortir ensemble en 1975. En fait, ils se sont mariés au cours de l'année et Carmen a quitté son emploi à la clinique d'Engelman pour éviter de susciter des soupçons. Les deux ont maintenu un contact étroit avec son amant plus âgé qui lui donnait des instructions sur la manière de souscrire des polices d'assurance vie au nom de son nouveau mari. Pendant ce temps, elle devait maintenir la façade d'un mariage heureux et sain, une double vie fausse que son conjoint croyait réelle. Après environ 6 mois de bonheur conjugal simulé, la chasseuse de primes mortelles et son mentor en assassinat ont commencé la phase 3. À son complice, le Robert Handy, le feu vert pour se procurer le fusil sur le marché noir. Ce qui signifiait qu'il ne pouvait pas être tracé jusqu'à lui. Ensuite, lui et Carmen ont exploré divers endroits autour du Missouri où Engelman pourrait faire le tir et s'échapper rapidement. À 2 reprises, il a même eu la cible en ligne de mire, mais a dû garder le doigt hors de la gâchette lorsque l'arrivée de témoins potentiels a gâché les opportunités. La 3e fois est la bonne, n'est-ce pas? Cependant, après avoir choisi le parc pour cette tentative, Glennon et Carmen s'y sont rendus pour une répétition générale quelques jours avant la date prévue. Il lui a donné des instructions explicites sur l'endroit où il devait se tenir afin qu'il puisse réaliser le meurtre avec le moins de risques possible. Vous avez déjà entendu ce qui s'est passé ensuite? Engelman s'est caché parmi les buissons et a tiré directement dans la poitrine de l'homme innocent. La théorie est une chose, mais la pratique est complètement différente. Peut-être que la réalité de voir son mari abattu a été trop pour Carmen, qui a pris la fuite. Engelman pensait peut-être qu'elle éprouvait un grand remords. Alors il s'est montré pendant un instant pour s'assurer qu'elle ne gâche pas tout. Après cela, Carmen a parfaitement joué le rôle de la demoiselle en détresse. Tandis qu'Engelman s'échappait, elle a fait signe à une voiture qui passait et a appelé les ambulanciers sur les lieux. Ensuite, une fois que tout était terminé, elle a attendu suffisamment longtemps pour éviter les soupçons. Et elle a encaissé 75 000 $ provenant des polices d'assurance vie de son défunt mari, ce qui équivaudrait à environ 350 000 $ en argent actuel. Environ 6 mois après le meurtre, l'exécuteur a reçu sa part, un modeste 10 000 $ pour ses services, remis par le frère de Carmen, qui était également impliqué dans le plan. Carmen a reçu toute la sympathie d'une veuve éplorée, et lui, il est retourné dans son cabinet dentaire, satisfait d'un autre travail bien fait. Les questions sans réponse qui restaient dans l'esprit des enquêteurs sur la mort de Peter allaient rester en suspens pour le moment. Mais avant de nous occuper de ce qui s'est passé ensuite, un peu de contexte sur ce qui a exactement poussé un tueur à gages ordinaire à embrasser la carrière sadique de l'odontologie. Sa biographie n'offre pas beaucoup d'indices, pas de traumatisme, pas de problème de santé mentale. Rien de plus que la suggestion qu'il était peut-être simplement né ainsi. Glenn Engelman est né dans une famille ouvrière à Saint-Louis en 1927. Il a été un étudiant moyen tout au long de sa scolarité, puis il a rejoint les forces armées et a obtenu son diplôme universitaire grâce à la loi G.I. Bill. Il a obtenu son diplôme en dentisterie à l'Université de Washington en 1954 et est retourné à Saint-Louis pour ouvrir son propre cabinet dentaire. Engelman est rapidement devenu un pilier de la communauté, offrant des soins dentaires gratuits aux défavorisés et étant généralement considéré comme un homme bien. Mais derrière cette image publique se cachait un côté sombre.
Glenn, joyeux et modeste en apparence, était en réalité un sociopathe qui prenait plaisir à déjouer la police et à tuer sans remords. Et quand on n'a aucun respect pour la sainteté de la vie, une police d'assurance vie n'était pas une récompense. L'idée de commettre une fraude à l'assurance vie homicide a germé dans l'esprit de Glenn à la fin des années 1950. C'est à cette époque que lui et sa première femme, Ruth, la mère de son unique enfant, ont divorcé après 3 ans de mariage. Après la séparation, ils ont maintenu une bonne relation et ont continué à entretenir une relation sexuelle. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le sexe est un thème récurrent dans bon nombre des crimes d'Engelman. Le New York Daily News a rapporté qu'il avait un contrôle hypnotique sur les femmes et qu'il utilisait son magnétisme animal pour les attirer dans ses plans. Encore une fois, je ne peux pas insister suffisamment sur le peu que ces photos de police transmettent de l'attraction irrésistible supposée. Je suppose que cela prouve simplement que la confiance est la clé. Mais cela n'a pas suffi à maintenir la relation ensemble, alors Ruth s'est remariée et a déménagé avec un certain James Bullock. Mais comme vous l'avez probablement déjà deviné, toute cette relation a été planifiée par Engelman dès le départ, et le compte à rebours était lancé pour Bullock. Environ 1 an après leur mariage en 1958, le couple se promenait près du musée d'art de Saint-Louis lorsque M. Bullock a été abattu par un tireur embusqué. Bien sûr, Engelman a été suspecté pour ce meurtre, comme c'est souvent le cas pour les ex-maris dédaignés, mais la police n'a jamais trouvé de preuves le liant définitivement au meurtre. Ils ont également soupçonné Ruth dès le début, en partie à cause de sa réputation de personne instable et explosive, mais sans preuve concrète, la communauté s'est ralliée à son soutien et a accusé la police de harceler une femme en deuil. Par conséquent, l'enquête n'a abouti à rien et Ruth a reçu 64 500 $ du paiement de l'assurance vie. À un moment donné, elle a donné une somme d'argent non précisée au tireur, qui n'était autre que Glenn, bien sûr. Étonnamment, ce fut son premier meurtre enregistré et il était loin d'être le dernier. Glenn Engelman avait réussi à échanger sa perceuse dentaire contre une arme de tueur à gages et à récolter les fruits. Après cela, il est retourné à son travail quotidien, maintenant sa façade de dentiste ordinaire, tout en élaborant secrètement de nouveaux plans de meurtre jour après jour. La satisfaction de ce premier coup l'a conduit à concevoir des plans plus ambitieux, complexes et lucratifs au fil des ans. Le dentiste de la mort a accumulé un palmarès assez prolifique dans son activité secondaire au cours des 20 années suivantes. Et comme une grande partie de sa motivation était l'excitation de la planification intelligente et de l'exécution, il ne s'est pas limité aux armes à feu. Son prochain meurtre connu a eu lieu en 1963. À ce moment-là, Engelman avait dépensé une partie de ses gains illicites pour réaliser un rêve d'enfance. Il a acheté l'autodrome du Pacifique dans le comté de Franklin. Après seulement quelques années d'exploitation, la piste s'est avérée être un désastre financier pour tous les intéressés. Glennon et ses partenaires commerciaux se sont retrouvés accablés par des coûts d'exploitation élevés qui ont épuisé leur... Le sinistre dentiste a décidé de faire ce qu'il savait faire de mieux. Non, pas la dentisterie. En fait, il allait assassiner l'un de ses partenaires commerciaux et utiliser les gains pour couvrir ses pertes. La cible, cette fois, était Eric Frey, l'un des nombreux amis qui avaient contribué à l'investissement. Apparemment, tout le monde à cette époque était désespéré de voir son mari mort, car Madame Frey a accepté l'offre avec enthousiasme. Sérieusement, ne serait-ce pas un plan de divorce beaucoup plus intelligent? Vous gardez la moitié de ses affaires sans aucun risque de prison. Mais cela n'était pas amusant pour le maître assassin. Glenn était là pour l'excitation de tuer, et tout le reste était secondaire. Le piège fatal qu'ils ont tendu à Eric a été l'un des plus brutaux imaginables. Un jour, Engelman lui a demandé son aide pour faire exploser un puits sur la propriété de l'autodrome. Le plan était de jeter un demi-bâton de dynamite pour faire s'effondrer le puits. Mais lorsqu'Eric s'est approché du bord du puits et a regardé en bas, Engelman l'a attrapé par la taille et l'a soulevé par-dessus le bord. Eric est tombé au fond du puits et s'est retrouvé avec un tas d'os brisés. Avant qu'il n'ait le temps de réagir, il a entendu un sifflement se rapprocher d'en haut. Un bâton de dynamite a atterri juste à côté de lui. Eric a été réduit en morceaux par l'explosion, et Glennon s'est précipité pour raconter à tout le monde l'horrible accident qui venait de se produire. J'ai du mal à imaginer une façon plus terrifiante de mourir. L'histoire improbable d'Engelman, selon laquelle Eric était tombé accidentellement et s'était fait exploser,
a été gravé dans l'esprit des enquêteurs d'assurance et la mort a été considérée comme un accident. Comme la dernière fois, Engelman a reçu sa part quelques mois plus tard. Le prochain meurtre était celui par lequel nous avons commencé, celui de Peter Alm en 1976, après quoi la confiance d'Engelman en tant que tueur s'est envolée. Ses prochains plans de meurtre sont devenus plus ambitieux. Malgré le fait qu'il soit marié à sa troisième femme, il n'a pas pu résister à cet attrait sexuel surhumain et a fini par avoir une liaison avec une patiente nommée Barbara Boyle. Elle est devenue sa dernière complice et, avec son collaborateur de longue date, John Handy, ils ont commencé à élaborer un autre plan d'assurance vie encore plus audacieux. Celui-ci allait être plus important que jamais, car Engelman était désespéré de trouver de l'argent pour régler ses dettes envers l'IRS. Ce succès précédent était assez modeste, après tout, surtout qu'il ne prenait qu'une fraction des paiements totaux. Pour que cela en vaille la peine, il devait accumuler une bonne quantité de polices d'assurance vie au nom du prochain célibataire malheureux. Cette fois, la cible était Ronald Guswell. Après avoir reçu le feu vert de Glenn, Barbara a réussi à s'introduire dans la vie de la cible et il profitait de sa lune de miel. Sa femme se mettait au travail pour souscrire 14 polices d'assurance vie. Avec l'aide d'Engelman, elle a falsifié la signature de son mari et a ouvert les polices par correspondance, pour une valeur totale de 190 000 $. En accumulant cette récompense lucrative, les conspirateurs ont découvert quelque chose d'encore plus tentant. Les parents de Ronald étaient assez riches, lui et son frère étaient les héritiers d'une petite fortune pétrolière, valant bien plus que l'argent de l'assurance lui-même. Cependant, il y avait un problème. Les parents n'étaient pas vraiment âgés et refusaient obstinément de se faire écraser par une voiture. Engelman devait également s'occuper d'eux s'il voulait toucher son bonus, alors il s'est mis à élaborer un plan pour tuer les nouveaux beaux-parents de Barbara. Le plan a été mis en marche pendant l'hiver 1977. Robert Handy a récupéré Engelman chez lui et l'a conduit à la maison de campagne dans le comté de Madison, où vivaient Arthur Guswell, âgé de 61 ans, et Vernita Guswell, âgée de 55 ans. Ils se sont arrêtés à l'arrière de la propriété alors que le soleil commençait à se coucher et Handy a remis à Engelman une mallette. À l'intérieur, il y avait un pistolet et une corde. Engelman a enfilé des gants et ajusté sa cravate. Le plan consistait à se faire passer pour un fonctionnaire de l'Office agricole, une organisation à laquelle le couple appartenait, afin d'obtenir un accès facile à la maison. Il s'est approché du porche et a sonné à la porte pendant que Handy observait depuis la voiture, tandis que les Guswell invitaient le tueur à entrer. Ils lui ont dit de s'asseoir à la table de la cuisine. Là, Engelman a ouvert sa mallette et en a sorti un pistolet calibre 22. Il leur a ordonné de se coucher au sol pour qu'ils puissent les attacher avec la corde. Mais cela n'a jamais été son intention. Dès qu'ils se sont allongés, Engelman leur a tiré dans la nuque, 3 fois sur la femme, 2 fois sur le mari. Nous savons que cela s'est passé vers 6h50 du soir, parce que la montre-bracelet de Vernita s'est arrêtée à cette heure précise, son propre sang ayant bloqué le mécanisme. Pendant que les 2 occupants géraient la situation, Engelman a couru dans toute la maison, fouillant les tiroirs et renversant les meubles pour faire croire à un cambriolage qui aurait mal tourné. Handy est resté dans la voiture avec le moteur allumé. Et les 2 ont pris la fuite moins de 10 minutes après leur arrivée. Cela semblait être un autre coup propre, calculé et parfait de la part du meilleur tueur à gages semi-professionnel de Saint-Louis. Mais ce n'était pas aussi réussi qu'il y paraissait au départ. Étonnamment, Arthur n'est pas mort immédiatement. Il a repris conscience et a pu appeler les services d'urgence après la disparition d'Engelman. Sa façon de parler était extrêmement confuse, en raison des 2 blessures par balle à la tête, mais il a réussi à expliquer que des types les avaient cambriolés et les ambulanciers n'ont pas pu obtenir une description adéquate de lui avant qu'il ne perde avant 9h30 du soir. C'était la phase 2 du plan, terminée et réglée. Il ne restait plus qu'à tuer la cible originale et à récolter les récompenses. Engelman savait qu'il ne pouvait pas précipiter les choses. La seule façon d'éviter les soupçons était d'étaler le plan sur plusieurs années pour que chaque tragédie semble non reliée. Cela signifiait que Barbara a fini par vivre avec Ronald pendant plus d'1 an après que son ancien amant a assassiné ses parents. Ils dormirent dans le même lit, elle l'aidait à surmonter la perte, elle l'a même aidé à élever ses enfants, ses beaux enfants, quand il venait les voir, tout en sachant que son cher mari serait le prochain à mourir. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'Engelman ne frappe à sa porte.
15 mois après le meurtre brutal de ses parents, le moment était venu pour Ronald. Le trio froid et sans scrupules s'est réuni pour discuter des plans d'Engelman pour le meurtre que Andy a décrit plus tard. Entrer, attacher Barbara comme si c'était un cambriolage, faire en sorte qu'elle soit là, et ensuite, quand Ron entrerait, je le tuerais comme s'il s'était défendu, en renversant quelques meubles et en cassant quelques lampes, puis je laisserais Barbara attachée au lit, et quand les enfants ou quelqu'un d'autre passerait, il la trouverait. Une fausse invasion de domicile et agression sexuelle pour détourner l'attention du meurtre lui-même. Ils ont même envisagé de laisser Barbara attachée pendant plus d'une journée et de la laisser souiller le lit, juste pour donner un peu plus d'authenticité. Comme si tout cela n'était pas déjà assez traumatisant pour ces enfants. Pouvez-vous imaginer qu'ils soient ceux qui découvrent tout cela? Heureusement, ils ont abandonné ce plan, car Barbara n'était pas particulièrement enthousiaste à l'idée de rester dans ses propres fluides corporels pendant 24 heures. Ils ont plutôt décidé de faire croire que son mari n'était jamais rentré chez lui. Le 31 mars 1979 a été choisi comme le jour fatal. Ce soir-là, Engelman a conduit jusqu'à la maison de Andy vers 8h30 du soir, portant ses gants de tueur caractéristiques et brandissant un pistolet calibre 38 à crosse nacrée. Ils ont conduit jusqu'au parking d'un centre commercial où Barbara les a récupérés dans sa propre voiture. Les deux hommes se sont accroupis pour qu'il semble qu'elle était seule dans le véhicule pendant qu'elle conduisait devant d'autres fermes en chemin. Ils sont arrivés chez elle vers 11h du soir. Ron avait travaillé en poste de nuit à la compagnie ferroviaire Amoco dans la ville de Wood River. Ils sont arrivés 10 minutes avant qu'il n'arrive chez lui. Ron était déjà en route lorsque le trio est entré dans le garage. Barbara est entrée pour se détendre pendant que Andy et Engelman attendaient dans l'obscurité. 10 minutes plus tard, ils ont entendu la voiture arriver et la porte du garage s'est ouverte. La victime a franchi le seuil et Engelman s'est jeté sur lui, lui tirant une balle en plein cœur. Ronald Guswell, sous le choc, a reculé et Engelman l'a frappé à plusieurs reprises avec un marteau, lui écrasant la tête encore et encore. Ronald est tombé au sol et Engelman a porté les coups la plus élégante. Et comme on pouvait s'y attendre, cela a laissé beaucoup de sang. Engelman a crié à Barbara de nettoyer et elle s'est précipitée vers lui avec des serviettes pour effacer les preuves. Pendant ce temps, les deux hommes ont traîné le corps jusqu'à la voiture garée dans l'allée. Le lendemain matin, à 7h, Barbara a appelé la police pour signaler que son mari avait disparu, affirmant qu'il n'était jamais rentré du travail la nuit précédente. Il a fallu plusieurs jours avant que son sort ne soit découvert. Le 4 avril, des témoins ont signalé une voiture abandonnée près d'un motel à East Saint-Louis. La police a trouvé le corps de Ronald sur le siège arrière, une sacoche en plastique marron sur la tête. Outre les blessures par balle et les traumatismes crâniens, sa cheville avait subi une fracture par torsion due au fait que son corps avait été traîné sur le sol. Lorsque les officiers sont venus informer Barbara, elle a feint la surprise, même si elle avait passé les derniers jours à nettoyer les taches de sang de son mari sur le sol du garage et à repeindre par-dessus les éclaboussures sur le mur. Selon des documents judiciaires, au moment de sa mort, Ron valait environ 597 000 $, soit environ 2 500 000 $ aujourd'hui. Il semble que toute cette fortune soit allée à Barbara, ainsi que les 190 000 $ des paiements d'assurance vie. Engelman a prudemment coupé tout contact avec elle jusqu'à ce que les paiements soient finalisés, au cas où la police soupçonnerait quelque chose. Mais la connexion n'a pas échappé à l'enquête initiale. Les policiers ont découvert que Barbara avait des liens avec Engelman, qui lui-même avait été impliqué dans de nombreux événements suspects au fil des ans. Avant que l'enquête ne puisse vraiment progresser, un développement surprenant est survenu. Un type complètement au hasard a décidé de s'attribuer la responsabilité du meurtre de Ronald Guswell, apparemment sans raison apparente. Cet homme était Andrew Jones, qui était alors en prison pour 3 autres meurtres non liés. Il a affirmé avoir tiré sur Ronald dans un parking lors d'un volume qui aurait mal tourné. Cette motivation pour revendiquer la mort de Ronald reste totalement obscure, mais cela a permis à Engelman de se sortir d'affaire. L'empilement des meurtres touchait presque à sa fin. Engelman n'allait commettre qu'un seul meurtre de plus avant que son passé ne le rattrape. Encore une fois, ce crime a commencé par des problèmes d'argent. Lorsque Ronald Guswell a été assassiné, la 3e épouse d'Engelman, également appelée Ruth, comme sa première épouse, a divorcé de lui.
Même après avoir touché sa part du dernier gros coup, il avait encore des difficultés financières. Sa principale préoccupation était une dette impayée envers un laboratoire dentaire à Saint-Louis. Il leur devait 14 500 $ en charges impayées. Et la propriétaire, Sophie-Marie Barrera, était déterminée à recouvrer cette somme. Elle a intenté un procès contre lui le même mois où Guswell Jr. a été abattu, ce qui l'a mis en tête de la liste moins de 2 semaines avant que Ronald ne soit abattu chez lui. Le 20 mars 1979, Barrera a remarqué un étrange tas de matériaux sur le sol du garage de son entreprise. Lorsque la police l'a analysé, elle a découvert qu'il s'agissait d'un paquet de dynamite détrempé relié à un détonateur à pression qui aurait dû exploser sous le véhicule de livraison. Heureusement, les explosifs étaient humides et, lorsque le détonateur a été activé, ils n'ont produit qu'un faible bruit désagréable, pas une explosion. Engelmann n'a pas réussi à faire disparaître ses problèmes financiers. Il devait donc trouver un autre moyen de régler ses comptes. Avançons de 10 mois et le temps presse. Une décision finale allait être prise le 21 janvier 1980. Engelmann a donc décidé de tenter exactement le même plan une fois de plus. Une semaine avant que le verdict ne soit rendu, Barbara est montée dans une camionnette de livraison garée devant le laboratoire, a tourné la clé de contact, a appuyé sur l'accélérateur et tout a explosé dans une furieuse boule de feu. Elle est morte instantanément. Les enquêteurs ont une fois de plus trouvé des preuves d'un mécanisme de détonateur à pression, tout comme lors de la tentative d'attentat de l'année précédente, et ont conclu que de la dynamite ou un explosif liquide avait été utilisé. Des témoins se sont présentés pour signaler que 3 hommes en combinaison orange avaient été vus en train de travailler sur la voiture ce matin-là. Ils ont supposé qu'il s'agissait simplement d'un entretien de routine, mais bien sûr, c'était Engelmann et ses complices qui installèrent la bombe sous la voiture de cette femme innocente. Au lieu de résoudre ses différends financiers comme une personne normale, Engelmann préférait passer des centaines d'heures à planifier un complot de meurtre complexe qui éliminerait complètement le problème. Il préférait littéralement faire exploser quelqu'un en morceaux plutôt que de faire face à la faillite. Soudain, ces factures dentaires impayées commencent à sembler beaucoup plus urgentes. Maintenant, je ne suis pas détective, mais je suis presque sûr que l'une des premières choses qu'ils enseignent à l'académie, c'est que l'argent est un mobile. Si vous avez un cadavre, l'une des premières choses à faire est de vérifier ses finances pour voir qui pourrait avoir un intérêt financier à l'éliminer de l'équation. Suivant cette logique, il ne faisait aucun doute qu'Engelmann avait quelque chose à voir avec la bombe qui a tué Barbara. Mais, comme d'habitude, il n'y avait aucune preuve irréfutable. Engelmann était toujours extrêmement prudent pour ne laisser aucune preuve physique, peu importe le nombre de preuves circonstancielles pointant dans sa direction. Les enquêteurs manquaient toujours de l'élément clé, s'est finalement révélé grâce à Ruth Engelmann, la plus récente épouse du diabolique dentiste. Au final, c'est l'arrogance machiste d'Engelmann qui a causé sa perte. Il avait partagé certains détails de ses crimes avec Ruth pendant leur temps ensemble, pensant peut-être que cela l'impressionnerait. Mais en réalité, elle était terrifiée, et à juste titre. Une fois qu'il est devenu clair qu'Engelmann ne plaisantait pas, Ruth a commencé à craindre qu'elle ne soit la prochaine sur sa liste de cibles. Alors elle a collaboré avec la police dans une opération d'infiltration pour le faire emprisonner une bonne fois pour toutes. Le bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu a fourni à Ruth un micro caché qu'elle portait lors de ses rencontres avec Engelmann, à plusieurs reprises entre janvier et février 1980. Les enregistrements qui en ont résulté ont été une véritable mine d'or pour l'accusation. On peut entendre Engelmann dire que Sophie Barrera méritait de mourir et admettre qu'il était derrière la tentative d'attentat raté de 1979. Il a également avoué son implication dans le premier complot que nous avons couvert aujourd'hui avec l'assistante dentaire Carmen. Il a même impliqué Robert Handy, révélant que la raison pour laquelle celui-ci est arrivé peu après le meurtre était pour l'aider à décomposer son paiement de 10 000 $ en petites coupures afin d'éviter que l'argent ne soit retracé. Ruth elle-même se souvient de ce jour-là et a témoigné à ce sujet au tribunal. Les 3 conspirateurs ont été arrêtés et inculpés, ainsi que le frère de Carmen. Le premier procès a été assez court, avec Engelmann et Handy, confrontés à des accusations de fraude et de complot. Les deux ont été condamnés en août 1980, Engelmann à 30 ans et Handy à seulement 20 ans.
Ce dernier est devenu un informateur à part entière contre son ancien complice lorsque les autres accusations de meurtre ont commencé à surgir. Ce qui était la seule façon fédérale des meurtres qui ont suivi pour Engelman ont commencé avec le meurtre de Sophie Barrera. 30 ans supplémentaires ont été ajoutés à sa peine pour cela. Puis, la même année, le meurtre de Peter Halm a ajouté 50 années de plus. Et pour couronner le tout, Andrew Jones s'est rétracté de sa déclaration concernant le Keas Guswell. En 1985, alors qu'Engelman purgeait sa peine dans une prison fédérale de l'Illinois, il a plaidé coupable pour tous ces meurtres également. Quant à savoir si son groupe de complices a été traduit en justice ou non, c'est un peu mitigé. Barbara Boyle a été condamnée à 50 ans pour sa participation à l'escroquerie et au meurtre de son mari. Carmen Miranda et son frère ont également été arrêtés, mais étonnamment, les procureurs les ont laissés partir en échange du témoignage du frère contre Engelman. C'était le seul moyen pour eux d'obtenir un verdict de culpabilité dans l'affaire de complot originale, car à la fin de la journée, l'essentiel était de mettre ce meurtrier sadique et efficace derrière les barreaux. Le tueur à gages le plus prolifique de Saint-Louis a été condamné à passer le reste de sa vie en prison fédérale, sans espoir de libération. La carrière meurtrière d'Engelman s'est terminée, mais il a failli infliger des souffrances sadiques à d'autres, même après son arrestation. Il a été question de lui permettre de retourner à la dentisterie avec un emploi dans la clinique de la prison. Mais cette idée a été immédiatement rejetée. La dernière chose que l'on souhaite, c'est qu'un sociopathe avéré puisse insérer des objets tranchants dans la bouche d'autres prisonniers, donc Engelman s'est retiré de ses deux carrières simultanément. Lorsqu'on additionne les dégâts, on sait avec certitude qu'il a commis 7 meurtres. Cependant, ce vide évident dans la chronologie entre le numéro 2 et le numéro 3 me crie qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de morts dont nous ne sommes pas au courant. Sur la base des témoignages de ses amis et de sa famille, certains spéculent que le nombre réel pourrait dépasser une 12aine. Et ce qui est le plus effrayant chez Glennon Engelman, c'est que, contrairement à la plupart des tueurs narcissiques que nous avons présentés dans cette émission, il semble qu'il était vraiment très bon dans ce qu'il faisait. Ce talent macabre était indéniable, ce qui vous fait vous inquiéter pour tous les tueurs en série secrets qui pourraient être là dehors, cachés en pleine lumière et qui ne seront jamais attrapés. S'il n'avait pas été trahi par son ex-femme terrifiée, Engelman aurait probablement continué à mener des plans de meurtre méticuleux pendant des années. Mais à la fin, son arrogance l'a emporté sur lui. Le procureur principal de son affaire, Gordon le fait pour l'argent, mais je pense que c'est une façade. Il ne l'a jamais fait pour suffisamment d'argent pour que cela en vaille la peine. Il liait l'intimité homicide à l'intimité sexuelle. Il y avait presque une excitation sexuelle à tuer. On dit qu'il avait un fort désir sexuel. Il avait une image très machiste de lui-même. Au lieu d'éviter les caméras, il a apprécié l'attention des médias tant qu'elle a duré. Mais après quelques années sans nouvelles accusations portées contre lui, la sensation s'est estompée. Engelman a été largement oublié jusqu'en 1996, lorsqu'un film d'horreur bon marché vaguement basé sur lui, intitulé « Le dentiste », a ravivé l'intérêt pour son cas. La prochaine fois qu'il a fait la une des journaux, ce fut après sa mort le 4 mars 1999. Pour un homme spécialisé dans la planification de meurtres complexes, célèbres à la fois pour leur ingéniosité et leur brutalité, sa fin a été plutôt banale. Ce n'était pas une balle de sniper ni une bombe dans une voiture qui l'a tué, mais le diabète. Glennon est décédé dans la clinique de la prison des suites de complications lors du traitement, emportant avec lui dans la tombe la véritable ampleur de ses crimes. Arrivé à ce point, n'avez-vous pas vu cet autre crime? Moi, je ne le manquerai pas, hein?